Oui, t'aimes bien les omelettes. Tiens, je te casse les œufs. You talking to me? Vers l'infini et au-delà. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Kifim. Aujourd'hui, on vous parle jeux de société. Pour ce faire, j'ai avec moi Monsieur l'Ours, Salut, qui va nous présenter, Diceforge. et Cesterio, qui va nous présenter, Skijo et Roméo et Juliette. et moi-même, je vous présenterai Freedom. Mais avant de nous lancer, un petit tour de table, histoire de voir si vous avez joué à d'autres jeux que ceux que vous allez nous présenter. Monsieur l'Ours. Ces derniers mois, j'ai découvert un jeu qui est pas très récent, je pense, qui vous parlera certainement. C'est Time Stories, que j'ai découvert dans sa boîte initiale et dans 3 extensions que j'ai faites pour l'instant. Time Stories, c'est un jeu qui s'apparente à, on va dire, un jeu de rôle très très light et un escape game, dans le sens où il va falloir résoudre une énigme en un minimum de temps, enfin en un temps donné. J'ai trouvé ça très sympa. Les illustrations il y a des illustrateurs différents pour chaque scénario, mais globalement pour l'instant sur tout ce que j'ai fait, j'ai vraiment beaucoup aimé l'univers graphique. Globalement, étant un grand fan d'escape game, j'ai fait beaucoup d'unlock par exemple et tout. J'ai apprécié globalement le jeu. Après, je trouve que il y a des flous artistiques, on va dire, à certains endroits, dans certaines des règles, qui font que les parties sont parfois un petit peu frustrantes. Mais globalement, j'ai apprécié. Je pense que je vais continuer à acheter les extensions, parce qu'il y a vraiment un fil rouge en plus qui se suit de scénario en scénario. Donc je vais continuer, je pense, à aller regarder de ce côté-là. Ouais, moi je connais pas et j'ai jamais essayé, et puis me hype pas trop. Mais peut-être que ce serait une bonne surprise un jour à essayer, mais... La À boîte essayer, est très très blanche et tout, donc de l'extérieur ça fait très sobre, mais le matériel est vraiment hyper Ouais, elle est riche, chouette, la boîte, ouais. hyper travaillé, c'est assez sympa. Mais Chenin, qui est pas là aujourd'hui, qui est avec nous d'habitude souvent sur les sujets jeux de société, doit l'avoir aussi, il me semble. Ouais, je pense que c'est effectivement un petit angle mort là dans ma connaissance du jeu de société, mais je sais pas eu l'occasion, pas eu l'envie particulière, mais bon. Tu recommandes quand même, quoi. Ouais, je recommande, c'est assez abordable, les règles sont un peu touffues, mais bon, une fois qu'on a fait le premier scénario, on peut expliquer facilement à des gens qui s'incorporeraient par la suite. Et puis, le truc sympa en fait, c'est Ah, parce que théoriquement, quand tu commences un scénario, t'es censé continuer avec les mêmes joueurs de scénario en scénario. En fait, Comme des campagnes de jeux de rôle, quoi. Alors, l'ensemble des scénarios peut se jouer vraiment indépendamment les uns des autres. Il y a des petits clins d'œil, mais c'est très très léger pour ceux qui connaissent, quoi, qu'on fait d'autres scénarios, mais c'est vraiment très très léger. Donc on peut jouer avec d'autres joueurs, différents scénarios. Par contre, un seul scénario, c'est bien de le boucler avec les mêmes personnes. En effet, ça sera plus agréable pour tout le monde de connaître la fin de l'histoire, quoi. La petite subtilité, c'est qu'en effet, et ça peut prendre un peu de temps et d'organisation, c'est que l'histoire d'un scénario ne peut quasiment pas se conclure en un seul, comme ils appellent ça, un seul run, c'est-à-dire un seul essai de conclure l'histoire. Le jeu est beaucoup basé sur les essais-erreurs, pour savoir quel est le bon scénario, enfin, les bonnes personnes à qui parler dans le scénario, les bons chemins à prendre, etc. Et comme on a un temps limité pour réaliser le scénario, la première fois qu'on essaye, il est fort probable qu'on n'arrive pas à démêler le fin mot de l'histoire. Et donc le jeu, et ça fait partie des règles, incite à recommencer une nouvelle fois le scénario, en cette fois allant plus vite, et voilà quoi. Donc sur un scénario qui peut parfois prendre 2 heures et en plusieurs fois, du coup effectivement là ça peut demander de garder un groupe un petit peu soudé sur quelques jours, quelques semaines, quoi. Oui, Sinon, une partie comme ça, tu m'invites à jouer demain, ça dure 2 heures, quoi. À peu près, ouais, je pense. Oui, c'est comme tous les jeux mode campagne aujourd'hui, tout ce qui est legacy, voilà, ça demande un investissement en temps, et puis justement d'être à plusieurs, de continuer le scénario avec les mêmes personnes. Donc c'est vrai que c'est hyper intéressant, mais ça demande un investissement important. Comme notre campagne Legacy de Maracaibo. Qu'on ne fera jamais, peut-être. Après ça peut se jouer à 2, donc voilà. Ok, d'accord. De ton côté, c'est stéréo. Moi, j'ai fait le dernier Unlock, la version Star Wars, qui est du coup qui est considéré un peu comme une boîte d'initiation à Star Wars, à Unlock, pardon. Après, l'univers Star Wars, il est là. On peut ne pas aimer Star Wars, c'est pas gênant. C'est vrai que les énigmes, pour avoir fait toutes les boîtes avant,
voilà, il n'y a pas de difficulté particulière, bien que le dernier scénario soit un peu plus haut en difficulté. Mais par contre, au niveau de temps, on n'a pas été si rapide que ça. Bon, nous, on les a fait à 2, parce que c'est vrai que certains disaient que notamment le premier scénario, il était fait en 30 minutes. Bon, nous, on n'a pas mis quand même 30 minutes, mais c'est vrai, par contre, on n'a pas vraiment eu de difficulté à résoudre les énigmes. Mais c'est vrai que par contre, on a quand même bien aimé notre expérience de jeu, même si on avait l'habitude de tous les unlocks. J'ai pu tester aussi Atlante, qui est un jeu de gestion de main, avec du combo, un plateau très particulier où en fait on est dans l'eau et du coup on a une carte qui a des bulles avec des actions secondaires, et plus on arrive à avoir ces cartes-là, et on va faire des combos, donc on va pousser une bulle qui va nous donner une action qui va en faire un chaînage comme ça, et moi je l'ai trouvé très intéressant, très abordable. Donc, que j'ai pu essayer aussi. Voilà, et on ne demandera pas l'avis et je de me suis FLZA. ennuyé à mourir. Il était fatigué, faut le dire. Et sinon, j'ai eu la chance de pouvoir tester des jeux enfants que voilà, que j'ai pas l'habitude, donc comme Concept Kit, SOS Dino, que j'ai beaucoup aimé, qui est un jeu coopératif pour enfants, avec des dinos à sauver. Il y a des volcans, la lave qui arrive, il faut sauver les dinos. Qu'est-ce que tu appelles enfant, c'est quel âge? Moi, là, on l'a joué avec une enfant de 8 ans. Il a noté à partir de 6 ans, et nous, on y a pris du plaisir, donc... Voilà, après, c'est vrai que si c'est un enfant qui a l'habitude de jouer, plutôt 6 ans. Si c'est un enfant qui n'a pas l'habitude, bah, jusqu'à 8 ans, même peut-être 10 ans, il y arrivera à trouver du plaisir. Parce que 8 ans, moi mes filles, elles n'ont pas 8 ans, et je joue à des jeux pas enfants en fait avec elles. Voilà, ça dépend, ça dépend des enfants, si c'est des enfants qui ont l'habitude ou pas. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'en tout cas là, c'est une enfant qui n'a pas forcément l'habitude, et du coup, la notion de coopératif, de jeu de plateau aussi un petit peu. Donc c'est vrai que j'ai trouvé intéressant. Sinon, des petits jeux un peu drôles pour les enfants, Kikafé. Et Mytho, qui marche bien avec les adultes aussi. Qui marche très bien avec les adultes. Nous, je l'ai offert à des amis et on a vraiment beaucoup rigolé et on enchaîne les parties, et c'est vrai que Kikafé, vraiment, il passe très bien. C'est qui a fait caca dans le salon, pour ceux qui connaissent pas. D'accord. Et donc ce n'est pas mon perroquet. Non, c'est pas mon chat non plus. Voilà. Et ok, très bien. De mon côté, tu vois, on parlait... alors, jouer avec des enfants, moi j'ai pas mal joué avec mes filles ce week-end. Et voilà, j'ai pris une pile aux Aventuriers du Rail par ma fille de 7 ans. Ça fait mal. Il m'a mis 40 points dans la vue. Bon, ma deuxième fille était derrière moi, mais quand même, je sais pas ce qu'elle a fait. Voilà, elle a eu beaucoup de chance aux cartes, quoi. Toutes les villes étaient dans le même coin, là, c'était trop facile. Mais bon, elle nous a quand même mis une pile. Donc voilà, comme quoi, voilà, 7 ans. Non, sinon, j'ai fait une partie de découverte de Endeavor. Pas la réédition qui est sortie cette année, L'Âge de la Voile. Endeavor, la boîte historique. Donc une partie découverte, parce que j'ai joué tout seul, alors que c'est un jeu à partir de 3 joueurs. Donc j'ai simulé les 2 autres joueurs pour apprendre les règles et pouvoir rejouer rapidement. Il faut que je trouve des joueurs qui sont tentés. Et ça a l'air pas mal. Hein. Bon, tout seul à 3. J'ai dû mettre 2 bonnes heures. Donc je pense que c'est peut-être en 1h30 c'est faisable avec des joueurs indépendants, des êtres humains séparés. Donc voilà, je pense que ça... Ouais. Qui a gagné entre tes 3 personnages jusqu'à la fin de la partie, je savais pas trop. Hein. C'était dur à voir, et finalement c'est le blanc. Et tu as gagné quoi? En fait pas tellement, parce que moi j'étais un peu pour le noir. Bon, le vert je savais qu'il était mal parti, mais le blanc ça a bien marché, sa stratégie. Et c'est pas facile parce que tu fais 3 personnages, essaye de faire 3 stratégies différentes sur les 3 personnages pour bien découvrir le jeu et ses aspects. Donc, mais peut-être tu auras l'occasion de l'essayer demain. Peut-être, mais j'ai essayé de ça pour Pandémie. En fait, j'avais essayé de gérer plusieurs personnages, et en fait, quand on gère plusieurs personnages avec les rôles, et en fait, on sait plus à qui c'est le tour de jouer, et c'était pas évident à suivre. Tous les gros jeux, je fais ça. Enfin, pas tous, mais j'essaye, si j'ai le temps, de me caler une partie. Alors c'est vrai que si je peux simuler qu'un seul joueur, je préfère, parce que là, en simuler 2, c'est quand même un peu compliqué, mais dans celui-là, ça se fait bien. Donc voilà, hâte de le tester. Par contre, c'est une vraie grosse salade de points. C'est-à-dire que le moindre petit élément dans le jeu te donne des points. Les jetons que tu utilises, si tu les utilises, ils te donnent des actions qui te donnent des points, mais si tu n'utilises pas, ils te donnent des points par ailleurs. Le nombre de jetons qui te restent à la fin de la partie, ça te donne des points. Tu as des pistes de progression, tu as des points en fonction de là où tu es rendu. Donc c'est impossible de faire une stratégie précise, quoi. Tu essaies d'optimiser un truc, et puis à la fin, tu espères que le total soit un peu en ta faveur, parce que il y a vraiment une grosse phase de comptage de points, mais ça a l'air assez sympathique. Donc l'idée, c'est de voir s'il me plaît vraiment, et puis après d'essayer de trouver la nouvelle édition, et voir si elle vaut le coup, quoi. Je sais même pas ce qu'elle change, il faut que je me renseigne.
Et sinon, si moi, ce à quoi j'ai beaucoup joué ces derniers temps, c'est retour à mes amours de jeunesse. Ceci n'est pas le nom d'un jeu, c'est mon ressenti. C'est Robo Rally. Robo Rally, c'est un vieux jeu qui est paru, si je dis pas de conneries, en 2002, il me semble, un truc comme ça, dans sa première version. Et moi, c'est dans les tout premiers jeux de société auxquels j'ai joué, vers 2005-2006, et que je trouvais vraiment sympa. Et en gros, il y a eu quelques années après où j'avais un peu oublié, et puis ça doit faire quelques années déjà qu'il est dans ma liste de jeux. Si je le trouve en occasion, je l'achète. Et puis à chaque fois, il y a une nouveauté, il y a un truc qui fait que j'achète pas, ou je le trouve pas, parce qu'il n'est pas si évident que ça à trouver. Et puis là, on a un copain qui s'est pointé en mode « Ouais, j'ai acheté un jeu, j'ai acheté Robo Rally ». Donc j'étais un peu dégoûté. Mais du coup, on a fait plein de parties, et je retrouve bien le plaisir de jouer, je le trouve fun, c'est un jeu de programmation chaotique, c'est du Colt Express ++, quoi, parce que dans Colt Express, c'est relativement simple, donc là c'est un peu plus compliqué que Colt Express, mais c'est tout autant chaotique. Et l'univers robot un peu geek marche bien, il se prête bien au jeu. Et voilà, c'est un jeu où on n'essaye pas de gagner, on essaye plus de faire perdre les autres. Et plus il y a de joueurs, plus c'est le bordel, donc tu fais ce que tu peux, mais... C'est l'auteur de King of Tokyo. Ouais. Et moi, c'est vrai que pour l'avoir testé, j'ai retrouvé quand même un peu ces sensations, je trouve. Alors, il n'y a pas l'aspect programmation, certes, mais j'ai retrouvé un peu les sensations. On achète les cartes pour essayer d'améliorer son jeu, on essaye de pousser l'autre. Voilà, donc j'ai retrouvé quand même les sensations de King of Tokyo dans Robo Rally, qui a été fait avant d'ailleurs. Ouais, ce qui est un peu... Ouais, c'est... Pourquoi pas, si tu veux. Je trouve que ça reste comme beaucoup plus proche d'un Colt Express que d'un King of Tokyo. Mais... Je dirais que c'est un mélange des deux, parce qu'il y a l'aspect programmation. Mais bon, voilà, c'est fun. Si un jour vous avez l'occasion, ça montre qu'il y a des vieux jeux à quasiment 20 ans qui sont tout aussi excellents maintenant. En tout cas, par exemple, dans cette catégorie des jeux de programmation, il n'y a pas grand-chose d'innovation, je trouve, maintenant, dans ces jeux-là. Donc, voilà. Voilà, c'était un chouette retour aux sources. Et au final, je suis content qu'il l'ait, ça me permet d'y jouer. Ok. Donc, petit tour, maintenant, gros tour de table des jeux dans lesquels on va rentrer un peu plus en détail. On est déjà bien rentré en détail sur cela, mais on va voir. C'est Stéréo. Oui, je vais parler de Skijo, donc petit jeu familial, entre 2 et 8 joueurs. Pour des durées, 30 minutes, mais bon, ça varie parce que la fin de manche est déclenchée par un compte de points, donc ça dépend du nombre de points qu'on va faire. 8 ans et plus, ça se joue très bien avec une enfant de 8 ans, on l'a testé. Jeu familial, tout le monde peut y jouer, les grands-parents, les parents, les enfants. On va avoir 12 cartes, les cartes vont de -2 à 12. On va en retourner 2 et ensuite on va avoir le choix. On va avoir une carte qui est face visible et puis la pioche. Donc, on va pouvoir soit échanger une carte des 12 qu'on a avec une carte visible ou alors avec une carte au hasard. Le but, c'est de réduire ses points. Donc, si on a une carte de 12, le mieux, c'est de l'échanger avec une carte qui est inférieure. La personne qui va déclencher la fin de partie, c'est celle qui aura retourné ses 12 cartes en premier. Mais par contre, si c'est pas elle qui a le plus petit faible score, elle va doubler ses points. Ça évite que les gens mettent fin à la manche, en tout cas rapidement. Parce qu'il faut réfléchir, si on est le dernier, on va doubler les points. Donc, voilà, ça reste un jeu de chance. Si on n'a que des 12, ça va être compliqué. Si on tire que des cartes élevées, on ne va pas pouvoir les échanger. Mais on enchaîne les parties. Ça se joue bien à 2, à 4. À 8, c'est peut-être un peu plus chaotique. Mais voilà, il est très agréable à jouer, très fluide. Voilà, il n'a pas besoin d'être beau. Ça reste un jeu de cartes, tout simple. Heureusement qu'il n'a pas besoin, parce que... Il est même carrément moche. Carrément moche. Mais en 8, on s'en fiche, il est coloré. Voilà, les chiffres élevés, ils sont en rouge. Les chiffres les plus bas, ils sont en vert. Voilà, donc pas de problème de règles. Voilà, on retourne ses cartes, on échange. Et puis, on enchaîne les manches. Ouais. C'est un jeu on peut enchaîner les parties quand même. Dans le jeu, c'est un jeu de cartes, c'est plus un Uno qu'un jeu de société, quoi. On rentre dans un débat. Qu'est-ce qu'un jeu de société ? Bon. En tout cas, on s'amuse. Ça fait plaisir à tout le monde. C'est un jeu où on se prend pas la tête. Et voilà, c'est un jeu qu'on peut offrir à tout le monde et qui n'est pas clivant. C'est sûr que vu comment il a été extrêmement mis en avant par le passe-temps en France, pour les gens qui suivent les chaînes du passe-temps, il y a une hype autour de ce jeu-là, parce qu'ils l'ont vraiment, vraiment poussé. Du coup, ça donne envie de l'essayer. Parce que c'est sûr que moi, je vois la boîte en magasin ou sur une étagère... je passe dessus, je m'arrête pas, quoi. J'ai pas envie de jouer à ça, quoi. Donc, mais voilà, il y a une hype en France autour de ça, donc ça la vaut d'après toi. Pour le jeu de mots, c'est un jeu
pour moi, passe-temps. J'appelle ça ces jeux-là, parce qu'en fait, c'est des jeux où on joue pas pour la gagne, en fait. On sait, puisque ça reste une partie chance. Le but, c'est de s'amuser, on enchaîne les parties. Ouais, c'est la même catégorie que Kikafé. Bon, Kikafé, on rigole. Là, ça fait pas partie. C'est pas quand même un jeu d'ambiance, hein, un jeu quand même. On se dit, on tire la carte, on fait ah non, c'est un 12, mince, bon bah j'ai perdu mon 0. Ah bon, et voilà, mais il n'y a pas vraiment. Donc catégorie, c'est ce que je disais, Uno, c'est ce qu'il prend. Quoi. Voilà, tout c'est à ce fait. qu'il prend. Tout à fait. C'est ce qu'il prend, c'est ce à quoi je pensais. Alors, moi, c'est pas, j'accroche pas aussi ce qu'il prend, donc je trouve ça. On a toujours besoin d'un petit jeu comme ça dans son sac à dos quand on va à la plage avec des potes. Je trouve que c'est vraiment des jeux qui permettent de très rapidement expliquer les règles, pas freiner ceux qui sont pas du tout jeux de société, et créer des petits moments comme ça. Après, effectivement, c'est un jeu qu'on enchaîne et qui... ouais, c'est le jeu, tu réfléchis pas trop. Mais non, il n'y a pas de stratégie. Tu vas pas te faire une soirée autour de ce jeu-là, quoi. Fin de soirée, voilà, pour finir. Ou non, la fin de soirée, c'est The Crew. Alors, début de soirée, à l'apéritif, en attendant de mettre ses neurones en place pour les gros jeux. Bon, on l'essaiera. Oui. Peut-être demain, quoi, si on peut. Mais d'abord, à Hans N, cette fois, on n'y loupe pas. C'est un collaboratif à Hans N. Oui. Ok. Non, parce que tu sais, je suis dans ma phase collaborative. C'est pour ça qu'on devait le... Voilà, et Hans N, ça fait longtemps qu'il faut l'essayer. Ok, ça marche. Très bien. Ouais, non, mais s'il faut que j'essaye, et effectivement, je suis à la recherche, moi, des fois, de petits jeux faciles à transporter. Alors, l'exemple que tu donnes de la plage est pas faux. Moi, le cas que j'ai souvent, c'est je pars en week-end en moto avec des copains, et on part 3-4 jours, et en moto, l'espace en valise est relativement limité. Et c'est vrai que du coup, j'ai pris le pli d'essayer dans une de mes valises, de caser un petit sac avec des jeux de cartes. Donc il faut que, en gros, dans une boîte de jeux pas trop grande, j'arrive à faire entrer le plus de jeux possible. Et du coup, les jeux qui n'ont pas trop de matos, tu vois, normalement, je prends un The Crew, je sais plus ce que je prends, mais hop, je tasse ça tout dans une boîte, et puis j'essaie d'emmener 4-5 jeux dans le moins d'espace possible. On fait tout ça. Donc, ouais, ça passerait peut-être là, quoi. Merci Cestério pour la présentation de Skijo, et je me tourne vers Monsieur l'Ours, qui nous parle de Diceforge. Ouais, je vais vous parler de Diceforge, effectivement, aujourd'hui. Donc, un assez beau jeu cette fois, pour du coup faire un peu le contraste avec le jeu précédent, dans l'univers visuel, on va dire, qui est pour le coup purement de l'emballage, parce que ça n'a pas grand-chose à voir avec la mécanique de jeu, on va dire. C'est vraiment un petit univers mythologique, on va dire, qui permet d'avoir des belles illustrations, mais pas de créer une histoire particulière. Donc c'est un jeu qui se joue à partir de 10 ans, de 2 à 4 joueurs, pour des parties à peu près de 3/4 d'heure, 1 heure, et c'est édité chez Libellude. Diceforge, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de gestion de ressources dans lequel le but va être, dans un certain nombre de tours donnés, une dizaine à peu près, d'accumuler le plus de points possible pour gagner face à ses concurrents. Pour gagner des points, on va accumuler, comme je le disais, des ressources à travers différentes stratégies, et ces ressources, elles vont nous permettre d'acheter des cartes sur lesquelles il va y avoir soit des capacités particulières qui vont nous permettre de gagner encore plus de ressources, ou tout simplement des points de victoire pour accumuler comme ça un petit trésor de guerre en vue de la fin du jeu. Jusqu'à présent, pas très original, vous me direz, comme descriptif. La grosse originalité pour moi de Diceforge, un peu comme son nom l'indique, c'est le fait que le gain de ces ressources va se jouer à travers 2 dés, que chacun des joueurs va posséder et va lancer à tour de rôle dans le jeu. Et ces dés vont justement permettre, selon les faces qui sont affichées, de gagner des ressources. Donc déjà, il y a une première notion un petit peu d'aléatoire dans le fait de gagner des ressources. Mais cela dit, cet aléatoire, il est contrôlable un petit peu, puisque, et c'est la deuxième originalité du jeu, les faces des dés sont interchangeables, et il va falloir
comme ça, en fait, tout au long de la partie, décider quelle face je change sur mon dé et quelle face j'ajoute. En fait, le jeu se présente en 2 grandes parties. Une première partie qui est un peu le plateau de jeu dans lequel on va pouvoir aller piocher des cartes grâce à nos ressources qui vont nous apporter des pouvoirs ou des points de victoire. Et une zone qui est une zone où on va pouvoir récupérer des faces de dés contre des pièces d'or. Et donc, du coup, ces phases de dés représentent tout un tas de possibilités différentes, plus de ressources, par exemple, un multiplicateur x2, x3, x4 pour, du coup, augmenter ses chances d'avoir de plus en plus de ressources, des faces où on va pouvoir choisir entre différentes ressources, etc., etc. Et comme ça, un petit peu comme un guerrier, on va dire, va se constituer son inventaire et son armure, puisque c'est un petit peu ça la métaphore, on va pouvoir customiser ses dés et augmenter ses chances de pouvoir gagner certains types de ressources. Alors, j'ai fait une dizaine de parties jusqu'à présent. Je pense qu'il peut y avoir plusieurs stratégies dans le jeu. Donc il peut y avoir, en plus de tout ce que je viens d'expliquer, une petite dimension stratégique dans le fait de s'assurer de la victoire finale en optant pour telle ou telle ressource, puisque en gros on va avoir 3 ressources principales dans le jeu. On va avoir les pierres de feu, on va avoir les pierres de lune et on va avoir l'or. Ces 3 ressources qui vont nous permettre d'acheter et d'échanger nos phases de dés. Il y a des petites stratégies qui peuvent se mettre en place pour du coup optimiser son dé pour une ressource en particulier. Et puis voilà, c'est un jeu qui est assez simple, ça se met en place assez... Alors, j'allais dire ça se met en place assez rapidement, non en fait. Pas trop. Ça s'explique assez rapidement et le jeu commence très rapidement. Mais par contre, en fait, effectivement, la mise en place est un peu fastidieuse puisque à la fin, en gros, d'une partie, il faut remettre les phases de dés par défaut sur chacun des dés. Il faut reprendre les paquets de cartes et réagencer la zone où on va pouvoir tirer toutes les phases de dés différentes parce qu'elles vont dans certains endroits, etc. etc. Donc voilà. Donc la mise en place effectivement demande un petit peu de taf, mais par contre le fait de lancer une partie est assez rapide. En fait c'est le rangement qui demande du Voilà, temps. le rangement effectivement et la mise en place pour la partie d'avant en fait. Ouais. Tu peux très bien, on va dire, Oui, foutre le bordel et puis t'en foutre et te dire Ouais. je ferai ça à la partie d'avant. Le jeu conseille de le faire au rangement de la boîte. Oui, vaut mieux, je pense. Je pense que ça s'explique assez bien, on prend le pli assez rapidement. L'univers du jeu visuellement est très sympa. Comme je le disais, on est dans quelque chose d'un petit peu mythologique, fantastique, puisque en gros il y a une sorte de petite histoire où on joue le rôle d'un personnage qui veut sa place au panthéon des dieux. Mais ça ne va pas plus loin que ça. Mais du coup, ça embarque le jeu dans tout un petit délire graphique qui est très sympa, je trouve. Moi, qui suis assez attaché à la forme des jeux, ça m'a pas mal séduit aussi. Et les parties font vraiment 45 minutes, ça va très vite. Les 10 tours passent très, très rapidement. Peut-être le petit défaut que je pourrais lui trouver, c'est que au bout là d'une grosse dizaine de parties que j'ai fait, je commence un petit peu à voir les limites, ou en tout cas la redondance des mécaniques du jeu. Cela dit, il y a une extension qui existe, qui rajoute des cartes, qui rajoute un bout de plateau, qui rajoute d'autres mécaniques, donc qui peut permettre de prolonger un petit peu le plaisir. Qui s'appelle Rébellion, je crois. Dice Force Rébellion. C'est ça. C'est possible, oui. Mais en tout cas, j'ai pris du plaisir à jouer à ce jeu. J'ai fait que des parties à 2, donc j'aimerais bien effectivement un jour peut-être jouer à plusieurs pour voir quelle est aussi la dynamique où je pense que ça se bataille un petit peu plus. Mais ce qui est sympa, c'est que on peut vraiment avoir une dimension un petit peu stratégique dans sa tête, on va dire, et le score final va vraiment être masqué jusqu'à la fin du jeu, et ça peut vraiment même parfois être un petit peu surprenant, un petit peu comme Seven Wonders ou Seven Wonders Duel, où des fois on est surpris par un adversaire qui, sur le papier, n'avait pas forcément fait beaucoup de points, et puis à la fin du jeu va exploser tous les scores, quoi. Donc voilà, moi je l'ai trouvé intéressant, je le conseille. La boîte est assez grande, donc je dirais que voilà, c'est quand même pas une boîte qu'on emmène un peu partout, mais ça se joue bien. Et puis c'est une boîte sympa. standard de jeu Ouais, voilà. moyen plus, quoi. Un jeu expert, les boîtes sont un peu plus grosses, mais c'est pas du tout un petit jeu. Le matos, moi je connais pas, j'ai jamais joué. Ouais. Le matos c'est super chouette, hein. Ça donne envie de le manipuler. Là, j'aurais fait du bruit hein, pendant que tu parlais avec, à force de prendre là, les dés où on voit les phases changent et tout. Ouais.
Ouais, ça donne envie d'être pris, d'être manipulé. Tiens, il y a un petit truc qui est mal rangé. Comment... Donc, ouais, c'est du chouette matos. Les illus sont effectivement super chouettes. Elles sont, je sais pas, lumineuses et tout, colorées. C'est assez cool. Ouais. Bah ouais, le jour où tu veux faire une partie avec plus de joueurs, dis-moi. Non, parce que ça a l'air tentant. Et c'est vrai que par rapport à la boîte, se dire que ça dure que 45 minutes, c'est pas que j'ai du mal à y croire, mais on s'attend à un jeu plus gros en fait. Parce que la boîte est quand même avec pas mal de matos, le plastoformage, Terraformage, oui. non, pas le terraformage, bon, le plastique à l'intérieur, les inserts, on prenne de la place, mais ils sont vraiment bien faits. Ouais. Il y en a beaucoup qui sont pourris, là, on voit que ça n'a pas trop bougé quand tu l'as déplacé, donc c'est que c'est bien fait. Non, les rangements sont très bien faits. Ouais, vraiment, ça a l'air d'être... En fait, ça une super édition, quoi. C'est un beau boulot d'éditeur là-dessus, quoi. Ce que fait souvent Libellude, quand même, dans les jeux qu'ils ont tendance à éditer, souvent, ils sont beaux graphiquement et... Oui, ils ont tendance à avoir tous le même style, mais être beaux graphiquement, ouais. J'ai pas précisé que dans le jeu, comme je parlais de cartes à récupérer selon les ressources, il y a un peu deux decks. Il y a un deck de départ, on va dire, qui permet de prendre en main le jeu et d'avoir quelques mécaniques simples à comprendre. Et puis il y a un deck de cartes un petit peu plus avancées, de pouvoirs un peu plus rotor, de choses un petit peu plus... un peu plus avancé, on va dire. Et après, on peut mélanger ces deux decks pour faire, en gros, des parties un peu plus sur mesure. Donc déjà, le jeu en lui-même permet une certaine forme d'évolution. Il y a quand même un truc que je n'ai pas précisé aussi, c'est que ces cartes, si on les joue intelligemment, il y a quand même une notion, là aussi, de chaînage, où en tout cas, on peut réussir à faire en sorte que les cartes se répondent entre elles et permettent de, en cascade, donner plus de ressources, ou jouer sur plusieurs plans, comboter un petit peu, jouer sur plusieurs plans pour gagner des ressources. Moi, c'est vrai que l'innovation du jeu, elle vient principalement des dés, en fait. Parce que je sais pas le terme exact, si on appelle ça du dice building, du craft dice, ou je sais pas le terme exact, mais voilà, c'est vrai que c'est l'innovation principale. Après, ça reste, pour ceux qui aiment le contrôle, ça reste un lancer de dés. Donc, peut-être de la frustration parce qu'on ne peut pas maîtriser forcément ce qu'on va obtenir. Après, c'est à nous de s'adapter en fonction des ressources qu'on a, d'acheter les bonnes cartes. Donc c'est vrai que la mécanique au niveau en tout cas des dés est vraiment innovante. Moi, c'est vrai que par rapport au jeu, je lui ai préféré d'autres jeux comme 1, qui est... Alors, il n'y a pas on ne peut pas changer ses dés, mais où on lance les dés, on récupère des ressources, on va acheter des cartes qui vont éventuellement nous aider dans le jeu. Mais... Le défaut aussi que nous on a remarqué, que j'ai pu voir dans d'autres commentaires, c'est que les tours se font rapidement et c'est limité à 9 ou 10, je sais plus, en fonction du nombre de joueurs. Et souvent, même dans les commentaires que j'ai pu regarder sur le jeu, les gens augmentent le nombre de tours. Alors a priori, l'auteur a dit que non, il fallait respecter, mais c'est vrai qu'on a ce sentiment de frustration de ne pas avoir été au bout de la stratégie qu'on a pu faire, parce qu'en fait, le compte tour arrive rapidement. Nous, on a souvent rajouté 2 ou 3 tours supplémentaires, mais c'est vrai que ça change du coup... Je pense ce qu'a voulu peut-être l'auteur, mais on a eu tendance à augmenter le nombre de tours, donc voilà, c'est un peu de frustration à la fin. Donc c'est vrai que ça reste un jeu finalement qui est accessible, puisque du coup le but c'est de pas faire un jeu long, mais pour ceux qui ont l'habitude de faire des jeux de stratégie, contrôle, ils vont avoir, je pense, cette frustration. Et en même temps, on peut pas y jouer, je dirais, c'est pas un jeu familial, on va pas y jouer avec nos parents, ou... Voilà, il y a ce système un peu de cartes à pouvoir, à gérer, etc. Donc, voilà, un avis, je le trouve, il est très beau. Il est innovant au niveau de la mécanique de construction des dés. Mais voilà, c'est un jeu que finalement, je ne sors plus aujourd'hui. Il est sorti en quelle année ? Ou 2017-2018, je dirais, mais... Alors là, par contre, moi, tu me l'as un peu contre-argumenté d'un coup d'un seul en me disant que tu avais préféré 1, parce que moi, j'ai pas aimé 1. Après, il faut tester, hein, les goûts sont ouais, variables. Bien sûr, ouais. Moi, après, j'ai une petite aversion pour les dés, mais celui-là, je sais pas. C'est pour ça que je parlais du maniaque du contrôle. J'ai bien compris, ouais. J'avais compris l'allusion. Ouais. Ok, d'accord. Bah ouais, non, moi, ça me tente bien à essayer, puisque je rejoins complètement le fait de trouver que la fin du jeu vient très vite et qu'on est souvent surpris par les tours qui passent rapidement et ouais, peut-être que on peut ajuster un peu ça. Après, je trouve que ça donne la première partie, ça surprend. La deuxième partie, on sait du coup que ça va aller vite. Du coup, ça donne aussi un enjeu de séparer la partie plus collecte,
on va créer on va construire un peu la manière dont on va récolter de la ressource, et puis aussi à un moment donné, voyant la fin du jeu arriver, on va commencer à vraiment optimiser les choses pour faire des points, quoi. Et du coup, il y a vraiment 2 parties comme ça, et je trouve que ça donne un petit enjeu de se dire ah, il me reste plus que 3 tours, est-ce qu'il faut encore que je craque entre guillemets et que je change une des phases de mon dé, ou est-ce qu'il faut que j'essaye de faire plus de points parce que j'ai déjà une manière de jouer qui fait que je peux optimiser en prenant telle ou telle carte, quoi. Donc c'est vrai que là-dessus ça reste intéressant, mais par contre c'est vrai que ça donne envie quand même de rajouter quelques tours à chaque fois. On avait brièvement abordé ce sujet des fois de la communauté de joueurs, on va dire en général, trouve qu'une règle dans un jeu est mal abordée ou pas adaptée, etc. Et j'avais déjà dit à l'époque que je sais plus quel auteur avait dit en fait c'est simple, hein, il faut bien penser qu'un auteur, tu peux acheter le jeu et jouer autant de fois que tu veux, tu joueras jamais autant de parties que ce que l'auteur a pu faire pour sortir son jeu final, et que si il a fait ses choix de création, il y a souvent des raisons, parce que voilà, et effectivement ça peut être là dans ce cas-là parce qu'il faut précipiter un peu la fin de la partie, mettre une autre pression aux joueurs. Donc en général ils disent voilà, l'auteur disait bah voilà, pensez que nous on a quand vous aurez joué 100 fois, ce qui est absolument énorme, nous on a joué 400 fois, quoi. Donc il essaye de dire souvent on connaît mieux notre jeu, etc. Après voilà, moi je contrebalancerai en disant de toute façon, enfin c'est un peu comme mais nous on va pas y jouer 100 fois, et du coup ouais. Et après de toute façon t'as un livre qui était sorti il y a longtemps qui récapitulait les droits fondamentaux des lecteurs vis-à-vis d'un livre, qui sont le droit d'aller vers la fin, de commencer par la fin, le droit de zapper des pages, voilà, c'est les droits fondamentaux du lecteur, c'est-à-dire que tu as un auteur qui a fait un livre, et t'en fais ce que tu veux de ce livre, si tu veux, voilà, ne pas lire les répliques de tout un personnage, pourquoi pas, c'est ton droit, tu vois. Et finalement, tu as le même droit avec le jeu de société que de te dire, effectivement, l'auteur, il a testé 400 fois son jeu, mais une fois qu'il est chez toi, t'en fais bien ce que tu veux, quoi. Et donc, je trouve ça, pourquoi pas, dire, bah tiens, nous, tant qu'on se met d'accord en début de partie pour dire, bah la partie, normalement 10-10, on l'a fait en 12, tout le monde est d'accord, on l'a fait en 12, et puis voilà. Ok. Bah, ça reste un bon et beau jeu. Hein, magnifique. Ouais, vraiment une super édition. Hop, je vais essayer de le ranger. Ouais, non, mais je fais du bruit, mais c'est pour montrer qu'il y a une boîte avec du matos, rien. Matos. Voilà, merci Monsieur l'Ours pour la présentation de Diceforge, puis ça va être mon tour. Moi je vais vous parler de Freedom. Ça va beaucoup de bruit quand je secoue. Il y a de la littérature, on dirait. Ouais. Donc je vais vous parler de Freedom, le chemin de fer clandestin. C'est un jeu de société assez gros, collaboratif, édité par Asynchron. Alors par Asynchron et Academy Games. Alors j'ai pas trop réussi à savoir lequel faisait quoi dans l'histoire. Academy Games, je connais pas. Asynchron, ils ont plutôt l'habitude de faire des gros jeux. Ils ont fait Mare Nostrum, ils ont fait U-Boat, donc sur un sous-marin, là, un gros truc aussi. Alors c'est un jeu qui est sorti en 2012, donc qui est assez vieux, mais qui a été réédité cette année, donc en 2020. Sans grosse modification du contenu ou du design ou autre. D'ailleurs, en termes de graphisme, on va dire que c'est un parti pris. On le trouvera moche, peut-être, un peu old school, mais ça colle au thème, je trouve. Donc voilà, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs, à partir de 13 ans, collaboratif, je l'ai déjà dit, pour des durées de partie de 2 heures. Donc moi, j'ai joué à 1, j'ai joué à 2, on a joué une partie à 3. À 3, on a mis plus que 2 heures, on a mis 2h30, 3 heures, je crois. Bah, il y avait l'explication des règles et tout ça, mais c'est vrai qu'on a mis bien 2h30, 3 heures. Ouais. Donc c'est un jeu assez velu. Moi, pour le résumer très, très, très rapidement, c'est une sorte de pandémie plus pour moi. Donc voilà. L'histoire du jeu, donc un des atouts du jeu, c'est son point fort, c'est son thème, donc qui est vraiment fort. Donc comment ça se passe? Donc on est au début du 19e siècle, à la période juste début de guerre de sécession aux États-Unis, et on va incarner en fait plus ou moins des passeurs qui vont aider des esclaves à fuir les plantations esclavagistes des États du Sud vers le Canada via le réseau de chemin de fer des États-Unis. Donc voilà, ça c'est le thème. Donc un thème assez original parce que dans les jeux de société, on est plus souvent en train d'utiliser des colons ou des esclaves un peu pour coloniser des îles ou des trucs comme ça. Voilà, là non, on va aider les esclaves à s'enfuir. Donc voilà, c'est au niveau du thème. Alors le thème est présent.
le thème est présent sans être forcément hyper immersif. C'est-à-dire que globalement, quand on joue, je trouve qu'on a bien... On se rend bien compte qu'on dit, bah tiens, il faut prendre des esclaves de telle plantation et on va les emmener, emmène-les à New York en passant par, j'en sais rien, par telle ville ou telle ville. Donc ça marche parce que tu prends bien des esclaves pour les emmener du sud vers le nord. Ça marche. À côté de ça, on va dans le jeu manipuler des cartes qui représentent des personnages ou des événements qui impactent l'histoire de l'esclavage de façon positive ou négative. Donc ils vont pousser qui vont aider les esclaves ou vont leur nuire. Et ces cartes-là, par exemple, ce qui est très bien sur toutes les cartes, c'est des événements ou des personnages réels. Et il y a une petite explication, qu'est-ce qu'il a fait, comment ça s'est passé et tout. Et en fait, clairement, quand on prend les cartes, on applique leurs effets et on regarde pas trop le côté historique de la carte. Donc oui, on s'applique au thème bien plus qu'à d'autres jeux, mais c'est pas non plus narratif à mort sur c'est tel événement. Voilà. Quelqu'un qui est vraiment passionné le fera, mais clairement, si tu commences à lire les détails de toutes les cartes, de quel événement c'est, etc., un petit peu comme dans Watergate, il y a ça, Oui. Tu vas rallonger la durée de la partie à un bon moment. Mais ça permet, pour ceux que ça intéresse, du coup, ça laisse le choix. Pilton est vraiment fort et passionnant, donc c'est cool, mais c'est plus un truc que tu feuillettes comme ça en début de partie ou pendant que l'autre range, mais pas pendant la partie, quoi. Donc voilà. Alors moi, ce que j'ai noté sur ce jeu-là, globalement, je l'ai trouvé très bon. J'ai beaucoup apprécié, même ma partie tout seul. Je joue pas tout seul normalement au jeu de société, et puis celui-là, j'avais fait une partie tout seul pour découvrir le jeu et être capable de jouer à plusieurs après. En fait, je me suis amusé. Donc, puis j'ai perdu, et j'étais là, il faut que je recommence et tout. Et ça me mène à mon deuxième point, c'est que pour l'instant je suis à 4 parties de ce jeu-là, donc si je dis pas de bêtises, une partie à 1, 2 parties à 2, une partie à 3, et j'ai perdu à chaque fois. Donc la difficulté est très élevée. Ouais, et en mode facile. Qu'est-ce que tu veux, je veux dire, ça implique quoi de perdre, c'est-à-dire? Alors en fait, tu as un objectif d'esclave que tu dois sauver. D'accord. Donc on va te dire, vous devez, selon le nombre de joueurs, vous devez sauver 16 esclaves avant que n'en soit perdu. Alors, eux, ils disent perdu, mais je suis sûr, c'est volontairement, moi, quand je joue, je dis pendu. Hein. Avant que n'en soit, donc, perdu 20. Donc, par exemple, t'as ce challenge-là. Et en 8 tours. Donc, si en 8 tours, t'as pas atteint ton objectif, t'as perdu. Et en fait, sur 2 parties sur 4, j'ai perdu, alors qu'au 8e tour, j'avais atteint les 2 objectifs. Le seul problème, c'est qu'il faut finir. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tu remplis tes 2 objectifs, t'as envie de faire « Oui, j'ai gagné !» Et là, tu reprends les règles pour vérifier que tu as gagné, puis c'est écrit « Finissez le tour ». Et là, tu fais « Ah, non, j'ai pas gagné parce que le jeu, entre guillemets, joue après toi. » Et les conséquences font que, tiens, ils vont pendre 7 mecs de plus que ton objectif. Donc tu frôles la victoire, mais non, hein, c'est à peu près ce que ça nous avait fait quand on avait joué à 3 aussi. C'est ça. Et du coup, là, toi, sur tes 4 parties, à chaque fois, c'est vraiment à la fin. Parce qu'on peut perdre aussi en avant. On peut perdre vraiment au milieu. C'est ce qui fait que le jeu peut être écourté. C'est si on rate tout. Non, à chaque fois, c'est vraiment à la fin, jusqu'au bout. Faut aller au bout. La dernière partie que j'ai fait, on était 2. C'est même, pendant toute la partie, on a vraiment pensé qu'on se prenait une volée et que ça se passait très très mal. Et c'est sur le fil, à la fin, on revenait jusqu'à croire qu'on allait gagner, quoi. Et puis on a perdu. Donc voilà, donc ce que je disais, un jeu difficile, alors que pour l'instant je ne l'ai joué que en mode facile, parce qu'en fonction du nombre d'esclaves que tu mets dans les plantations au début de la partie, etc., tu peux moduler la difficulté du jeu. Donc forcément, ça lui fait pour l'instant une grande rejouabilité, parce qu'on n'a pas trouvé la stratégie. Tu vois, moi, au bout de 4 parties, je pourrais commencer à dire, quand je commence à jouer avec des gens, en disant, bon, ça, faut pas le faire parce qu'on va se vautrer, quoi. Et non, alors la dernière partie qu'on a fait, on a essayé de bien réanalyser, on va rejouer en faisant telle stratégie et telle stratégie. Je pense que la rejouabilité du jeu, elle est là. C'est-à-dire que vraiment, tu te dis, bon, on a raté, et ton objectif, ça va être un jour de gagner ce jeu-là. Ma peur, ce serait, une fois que tu as trouvé le truc, que ce soit peut-être... Alors, c'est complètement hypothétique parce que je n'en suis pas là. Je me dis, mais est-ce que le jour où je vais avoir trouvé le truc, ça va pas être un petit peu trop facile. En fait, dans le jeu, tout réside vraiment dans le fait que ton objectif, c'est de sauver 10 esclaves, peut-être, ce qui n'est pas beaucoup, avant que n'en soit pendu 20. Ça paraît vraiment 2 objectifs atteignables. Mais le seul problème, c'est que tu dois en fait emmener des esclaves du nord au sud, et tu vas avoir tendance à te concentrer sur le fait de passer tes 10 esclaves. Et en milieu de partie, tu peux avoir sauvé tes 10 esclaves, sauf que si tu n'as joué que ces 10 mecs-là pour les sauver, en fait, tu vas te retrouver tout en fin de partie avec des joueurs qui sont bloqués, des esclaves qui sont bloqués dans le sud. Et c'est ça qui fait que tu perds juste à la fin, c'est qu'en fait,
bah, tu peux pas, en fait, si tu fais pas progresser tous tes esclaves, et que je pense qu'ils t'en sacrifient pas une partie au passage, et ben, tu progresses, t'atteins vite l'objectif, mais en fait, à la fin, tes tout derniers esclaves sont bloqués. Donc voilà, il y a des stratégies, je pense, à trouver, etc., qui demandent pas mal de parties. Je pense qu'on est plus sur un jeu, voilà, on va jouer, on va rejouer, on va rejouer, et puis un jour, on va avoir trouvé la solution, on va refaire, et puis on va dire, bon, bah, cette solution-là, elle marche, et voilà, on est arrivé quelque Ou pas. part au bout du jeu. Ou pas. C'est mon impression, sans être rendu à ce point-là. Donc voilà, donc comme je disais, pour moi c'est plutôt une super réussite, parce que j'adore le thème. Franchement j'adore le thème, je le trouve excellent, il est suffisamment immersif pour qu'on joue vraiment en pensant à ce thème-là. Par exemple je le comparais avec Spirit Island, qui est un autre gros jeu collaboratif, où le thème est aussi hyper cool parce que là, l'auteur a volontairement pris le contre-pied de tous les jeux de colonisation classiques en disant ok, on a fait plein de jeux de société de colonisation, qu'est-ce qui se passe si on fait un jeu où les colons sont les méchants et où les joueurs incarnent là les esprits de l'île où viennent les colons pour repousser les colons. Tu peux jouer à Spirit Island en oubliant le thème finalement quelque part. Il est plus mécanique que ne l'est Freedom. Donc j'ai vraiment bien aimé ça. J'ai trouvé que, voilà, moi, Pandémie, c'était un des premiers jeux de société que j'ai acheté. C'est un jeu de société collaboratif qui est assez facile à mettre en œuvre, qui s'explique bien. Et je trouve que celui-là, il a une mise en place qui peut peut-être un tout petit peu longue, mais la partie, elle est facile. C'est comme du Pandémie, quoi. Tu prends des cartes, tu appliques les effets et tu fais progresser, voilà, dans Pandémie, les remèdes, mais là, les esclaves. Donc, bon, c'est vraiment beaucoup plus velu que Pandémie, mais je trouve qu'il s'explique bien, il se met bien en œuvre. Et puis voilà, même quelqu'un, nous, on a fait une partie à 3 avec quelqu'un qui faisait pas beaucoup de. Non, parce que ça c'était avec vous. Bon, peu importe. Enfin, c'est facile de mettre quelqu'un sur le jeu de société, même si c'est pas un expert du gros jeu velu, etc. Et la partie, elle se passe quand même assez vite, quoi. Parce que les 8 tours, c'est pareil, tout à l'heure vous parliez de Dice Forge qui était en 10 tours. Enfin, là, quand tu commences à dire, bah, tiens, la manche 1 elle est finie, la manche 2 elle est finie, tout d'un coup, tu fais. C'est quand même, ça va quand même un peu vite, quoi. Et au final, tu regardes ta montre, ça fait 2h30 que tu y es, quoi. Oui, c'est ça, c'est quand même 2 heures, 8 tours, 2 heures. Donc les tours doivent être assez longs, quoi. Oui. Ouais, mais quand tu joues, t'as pas forcément cette sensation-là. Franchement, enfin moi, à aucun moment je me suis dit, tiens, c'est long, parce que voilà, 2 heures, 8 tours, ça veut dire que t'as un quart d'heure par tour, bah non, enfin ça, tu le ressens pas trop, quoi. Donc voilà, simple à mettre en œuvre, Pandémie plus. Une rejouabilité pour l'instant qui est bonne, on verra jusqu'à quand. Donc voilà, avis final de mon côté, moi je lui ai mis 8 sur 10. Mais vraiment parce que, enfin, je pense que je comprendrais que quelqu'un lui dise oui, je lui mets que 7 parce qu'il y a d'autres jeux maintenant qui ont plus de mécaniques, qui sont peut-être plus variés, etc. Mais le thème pèse dans ma note, quoi. Donc voilà, je pense que moi j'ai hâte d'y rejouer, et puis bah, si on se retrouve confiné sous peu, je pense que je referai des parties en solo dans le but de trouver comment passer mes esclaves au sud. Au nord, je les envoie au nord. Toi et toutes tes personnalités. Exactement. Ouais. Le nord, faut aller Non. vers le nord. Moi j'ai beaucoup aimé ma partie de Freedom. Bon, j'aime bien les gros jeux, mais pour être honnête, c'est vrai que la partie, pour moi, a été un peu longue. Pourtant, j'ai pas vu le temps passer. Le temps, enfin, voilà, j'étais dedans, j'étais voilà, assez immergée et tout. Mais c'est vrai qu'à la fin de la partie, j'étais là, ouf. Je les ai quand même sentis, même si j'ai pas vu le temps passer, même si on était dedans, on réfléchissait ensemble. 2h30, 3 heures de réflexion, voilà, j'étais un peu... on n'enchaîne pas une deuxième partie, quoi. Mais c'est vrai que sinon, au niveau de la mécanique, j'ai trouvé très intéressante, le thème. Voilà, il faut essayer d'éviter, je sais plus comment on les appelle, les contrôleurs... les chasseurs d'esclaves. Les chasseurs d'esclaves. Donc il faut bien vérifier si j'ai fait avancer mon esclave là, mince, si le chasseur d'esclaves va arriver là. Du coup, l'autre pourra plus. Donc il y a quand même des trucs à anticiper. Donc c'est pour ça que les tours sont à long. Et on réfléchit là, notamment à 3. Donc c'est un très bon jeu. Je l'ai trouvé très intéressant. Par contre, c'est vrai que de mon côté... un peu long, mais c'est pas... Ça, c'est juste mon avis personnel, ça n'enlève rien à la qualité du jeu, mais voilà, c'est 2h30, 3h, pour moi, ça commence à tirer au niveau des parties. Je pense aussi que c'était... notre première partie, ta première partie, sur les 3 joueurs qu'on était, il y avait 2 personnes dont c'était la première partie. Je pense que si tu rejoues le même groupe au jeu... Je suis pas sûre, parce qu'en fait, comme tu connaissais, on réfléchissait bien, en fait, on n'était pas en train de...
sur la règle ou quoi, c'était vraiment on fait ça, mais ouais, mais non, si on fait ça. Et donc, je pense que le jeu, c'est parce qu'on a voulu réfléchir, quoi, beaucoup. Ouais, et qu'on mais- a voulu aller au bout, on est vraiment allé au bout. Aussi, le jeu s'est pas arrêté parce que certains coopératifs peuvent s'arrêter avant parce Oui, si qu'on tu perds, on ouais. perd. Mais là, c'est vrai qu'on est allé au bout des 8 manches, vraiment jusqu'au dernier tour. Donc je pense que le jeu, après on peut le jouer un peu moins réflexion en disant tant pis on fait ça si on verra les conséquences. C'est vrai que voilà, si on veut vraiment, comme on l'a fait, réfléchir, anticiper, essayer de voir toutes les possibilités, mine de rien, ça engage du temps. Ouais, mais je pense que c'est un jeu, tu vois, typiquement comme je décrivais, c'est un jeu qui a une courbe d'apprentissage, Oui. vraiment parce que tu cherches le moyen de progresser pour faire passer tes trucs. Et ça, pas la fin de partie, mais je pense que le début de partie, ça peut le faire accélérer pas mal, en mode, ok, là on sait qu'il faut qu'on commence par là, donc on commence par là. Après, encore une fois, c'est hypothétique, on n'a pas eu l'occasion d'appliquer. Bon, et puis sachant qu'on a duré 2h30, mais voilà, il y avait moi autour de la table, et quand il y a moi autour de la table... Les jeux sont doublés en temps, on va dire ça. Mais voilà, c'est un jeu, je prendrais plaisir si on refait une partie, par contre, pas toutes les semaines. Non, pas toutes les semaines. À savoir aussi que c'est un plateau de jeu qui est hyper conséquent, qui est hyper gros, faut une grosse table pour y jouer. On n'a pas forcément devant soi beaucoup de pions, parce que en tant que joueur, on n'a qu'un petit plateau individuel avec 2-3 cartes et 3-4 cubes. C'est pas 3-4 jetons d'ailleurs, c'est pas hyper gros, mais par contre le plateau de jeu où on se déplace, qui représente plus ou moins les États-Unis, lui il est vraiment imposant. Donc voilà, une recommandation de mon côté. Merci, c'est effectivement un beau jeu avec le thème. Je trouve le thème assez surprenant en fait. Enfin, d'oser jouer avec cette période-là, c'est bien. C'est assez original et ça fait un peu réfléchir, mine de rien. Ouais, moi je trouve ça vraiment bien qu'il y ait des mecs qui... Alors l'auteur, j'ai pas dit son nom, mais il a pas fait d'autres jeux en fait que celui-là, donc je pense que c'est vraiment des gens qui abordent, je pense que clairement il a le thème avant le jeu, et qui trouve, enfin je trouve ça hyper intéressant parce que du coup t'as un thème hyper original qui est pas dans tous les autres jeux, tu vois, je suis désolé pour Dice Forge, mais les mecs qui veulent devenir des héros pour rejoindre l'Olympe ou n'importe quoi, bon, c'est du vu et revu quoi. Complètement. Là non. Donc voilà, après ils ont fait, c'est ce que je dis, le choix graphique, je pense qu'il colle bien au thème, mais c'est sûr qu'il est pas moderne, quoi. Tout à fait. Merci pour cette présentation de Freedom. Je vais reprendre la parole et je vais vous parler de Roméo et Juliette. Vous voyez les petits cœurs là qui s'envolent et tout. Alors les auteurs, Julien Protière et Jean-Philippe Sahu. Illustration, David Cochard. L'édition, c'est Silex, distribuée, je pense, par Atalia. Alors entre l'édition et la distribution, je ne sais pas, mais en tout cas c'est Silex et Atalia. Roméo et Juliette est un jeu coopératif uniquement pour 2 joueurs. Le thème, l'amour bien sûr. Chaque joueur incarne un des 2 protagonistes de cette passion épique, soit Roméo, soit Juliette. Le but sera de faire triompher l'amour avant que la haine ne s'abatte complètement sur Vérone. Parlons du plateau, la boîte se déplie pour faire apparaître les 6 scènes du jeu. Donc, en effet, Roméo et Juliette se déroule en 3 actes de 5 scènes. Au centre, un plateau où est illustrée la piste de cœur et la piste de haine. On gagne, on perd, si on arrive au bout de l'une de ces 2 pistes. Pour chaque scène, les amoureux vont devoir choisir un lieu dans les cartes qu'ils ont en main et un chaperon. Étant constamment surveillés, ils ne peuvent se déplacer sans que quelqu'un de leur famille les accompagne. De plus, la communication sera limitée. On dispose de missives qu'on pourra transmettre pour suggérer un lieu à notre partenaire. Celui-ci pourra nous répondre grâce à un cœur double face, indiquant soit la passion, soit la raison, suivant s'il peut ou non nous rejoindre sur le lieu indiqué. Si les amoureux arrivent à se retrouver sur le même lieu, alors on pourra faire grandir l'amour. De ceci, on tire en conséquence une carte événement qui peut être un événement positif ou négatif. Par exemple, le déplacement d'un personnage, le fait qu'un nouveau lieu puisse permettre d'augmenter l'amour 2 fois quand les amoureux s'y retrouvent. Par contre, lors des déplacements, si 2 membres de famille opposées se retrouvent sur un même lieu, alors la haine s'abat sur Vérone et on avance du coup le marqueur haine sur la piste. L'histoire possède un personnage clé qui est Frère Laurent. Quand il est présent sur un lieu, il apaise les tensions. Chaque lieu sur lequel on se retrouve bénéficie d'un pouvoir de déplacement, soit 2 personnages d'une même famille, soit la haine, soit le Frère Laurent. Et donc il faudra utiliser au mieux les pouvoirs des lieux, pour éviter que la haine s'abatte, mais aussi faire preuve soit de passion ou de raison pour faire triompher, pour faire grandir l'amour ou pour recevoir des missives pour pouvoir communiquer lors des scènes ultérieures.
Le jeu, il propose 9 chapitres de difficulté croissante. Alors du coup, saurez-vous changer le cours de cette histoire? Alors, pour ma part, j'ai fait 2 parties. Donc, ce n'est pas non plus énorme, mais voilà, j'ai fait les 2 premiers chapitres. Le difficulté un peu croissante, mais pas tant que ça de différence. On a gagné les 2 fois. Au niveau ce que je dirais des points positifs, c'est vraiment l'édition. La boîte est magnifique. L'idée d'utiliser la boîte comme plateau de jeu, voilà, on déplie la boîte, on voit les scènes apparaître, c'est vraiment sublime. Le thème, il pourra ne pas plaire, mais en l'occurrence, on arrive à être assez immergé. Je trouve qu'on est quand même, c'est assez immersif. Voilà, on a Roméo et Juliette, on essaie de les faire se retrouver. Forcément, si on amène Mercutio dans le lieu où se retrouvent Roméo et Juliette, voilà, ça va faire grandir la haine. Il faut éviter que les Capulet et les Montaigu soient dans la même pièce. Donc, le thème est quand même présent. On peut pas l'enlever. Les événements qui en découlent, le fait que la nourrice permette à la Juliette de recevoir une missive qui va pouvoir l'aider pour communiquer avec Roméo. Donc tout ça quand même est bien pensé. Le jeu est original. Moi, après ma première partie, il ressemble à aucun autre. Je me suis pas dit ah oui, ça ressemble à non. Pour moi, peut-être même si les mécaniques sont classiques, le jeu quand je l'ai fini, je me suis dit déjà c'est un gros coup de cœur pour moi et j'ai tout de suite eu envie d'y rejouer et je me suis dit il n'y a pas de comparaison. En fait, c'est un jeu finalement assez original. C'est un jeu quand même opportuniste, c'est-à-dire il y a des événements, on fait bouger les personnages, donc chaque partie sera différente. Plus suivant les chapitres qu'on va utiliser, la difficulté sera différente. Et on est obligé de faire en fonction. On ne peut pas mettre une stratégie dès le début, c'est pas possible, puisque les personnages vont être déplacés soit par les événements, soit par nous. Et donc on est obligé de s'adapter. Voilà. Il se passe ça, voilà, qu'est-ce que l'on fait pour le prochain tour? Donc il n'y a pas... c'est opportuniste. Les petits points, petits retours négatifs, c'est que on a un thème qui est fort, et on peut dire qu'il n'est pas poétique. C'est pas un jeu qui va nous emmener dans de la poésie, il est quand même mécanique, c'est-à-dire on va avoir une certaine redondance des actions, on a nos cartes en main, on choisit un lieu, on choisit un chaperon, on déplace nos personnages, on fait les conséquences, la haine, l'amour grandit, la haine avance. Donc finalement, il y a quand même, voilà, c'est un peu redondant, mais l'histoire sera quand même différente en fonction des chapitres, donc le plus et le moins viennent un peu s'annuler. Par contre, au niveau de la rejouabilité, c'est pas un jeu où on va enchaîner les parties. C'est un jeu, je pense que sur la durée, moi, qui va me plaire, qu'on va ressortir de temps en temps, mais c'est pas le jeu du moment comme un ski-joue où on va enchaîner des parties. C'est un jeu où on va faire une partie, hop, on va le ranger, hop, on va ressortir une partie, on va essayer d'avancer parce qu'on va essayer d'accroître la difficulté. Mais je pense que moi, il va rester quand même dans ma ludothèque assez longtemps à ressortir, mais pas, ça va pas être le jeu du moment qu'on sort tout le temps. Si vous avez l'occasion et si le jeu vous intéresse, je vous invite à aller regarder la vidéo de La Bonne Pioche sur YouTube, qui propose une vidéo très jolie, avec très, très bien réalisée. Donc je vous invite à aller la regarder. Etelzeda, est-ce que tu as envie d'aller... vivre cette histoire? Moi, le pitch me tentait pas du tout. Mais j'avais même pas... ouais, c'est un peu exagéré de dire ça parce que j'étais même pas conscient que c'était un collaboratif. Et j'ai quand même une appétence pour les collaboratifs, donc déjà, il regagne comme ça un peu quelques points dans ma hype personnelle. Après, clairement, pour avoir la boîte entre les mains, c'est une super édition. C'est pas les premiers à faire le plateau de jeu, à transformer la boîte en plateau de jeu. On l'avait vu sur Affinity, avant ça on l'avait vu sur la première édition de Dixit. Donc, mais c'est vraiment hyper bien fait. Donc c'est vrai que quand tu vois l'objet, tu dis j'ai envie de jouer juste pour voir si le jeu est au niveau de l'édition, quoi. Après le thème et tout, en fait ce que je comprends pas c'est pourquoi ils l'ont sorti maintenant. Pourquoi ils n'ont pas sorti ça à la Saint-Valentin, quoi. Ils l'auraient vendu comme des petits pains. C'est vrai. Après voilà, ça c'est... Et la description, le fait que ce soit un 2 joueurs, j'ai l'impression d'avoir un mix entre les mains entre deux trucs hyper opposés, entre un Mr. Jack et un Shadowhunter. Parce que le plateau avec les lieux et tout, c'est très Shadowhunter. Et le jeu 2 joueurs, par définition, c'est quand même un peu Mr. Jack. Mm-hmm. Donc
Voilà, ça c'est pas tellement des indices, j'aime beaucoup Shadowhunter, j'aime moins Mr. Jack. Alors, Mais c'est collaboratif. Donc. Oui, donc voilà. Non mais clairement, je pense que ouais, ça me ferait plaisir de l'essayer. Je pense pas que ce soit le genre... De toute façon, de base, c'est pas le genre de jeu auquel je vais jouer moi, parce que je joue très très rarement à deux. Et quand je joue à deux, en fait c'est à des gros jeux. Donc, les joueurs, voilà, quand on joue à deux, quand je joue avec quelqu'un à deux, c'est toujours des gros jeux. Donc je suis vraiment pas la cible. Après, voilà, c'est pas pour ça que je veux pas l'essayer, quoi. Je pense Mais- que c'est à tester. Après, c'est vrai que ça reste, comme je disais, assez mécanique. Et c'est vrai qu'on est obligé, bon, je dirais le petit, un peu casse-tête, c'est-à-dire que on peut quand même se dire, bon, si je me déplace là, si Juliette vient aussi, peut-être que le chaperon, mais du coup, si on est sur ce lieu-là, on va pouvoir faire déplacer ceux. Donc il y a quand même cet aspect un peu anticipation, même si il faut être opportuniste en fonction des événements. Mais il y a quand même ce petit un peu casse-tête de dire, mince, mais si on n'a pas de missive, bon, est-ce qu'il va aller là? S'il faut pas que je le rejoigne, ou il faut que je mette tel personnage ailleurs pour pas que la haine s'abatte. Donc il y a quand même un peu cette partie anticipation, réflexion. Quand tu le décris comme ça, on dirait Freedom. Ben, il y a un petit côté. Bon, après, non, ça reste un jeu quand même qui est plus accessible. C'est pas un gros jeu. Les parties, c'est vrai que. Enfin, Combien de on temps ça l'a dure, pas une passé. partie Voilà, ils disent une demi-heure. Oui, je pense que ça peut être ça. Après, je pense suivant la difficulté, suivant. Comme ça reste une communication limitée, on peut pas non plus rester sur un tour à discuter pendant un quart d'heure. Mais. En tout cas, je pense que c'est vraiment ça. Quand tu vois l'objet, tu peux pas être indifférent, et rien que pour ça, tu vas vouloir l'essayer et le sortir, quoi. Tout à fait. Moi, après, voilà, à froid, c'est pas le genre de truc que je mets dans ma ludothèque, parce que je vais faire une partie, je vais en faire deux, il ressortira jamais, quoi. Après, c'est voilà, c'est un a priori, hein, complètement, mais c'est sûr qu'en en tant que travail d'édition, on en parlait tout à l'heure sur Diceforge, c'est là, encore une fois, c'est un super objet pour les gens qui font un peu de collectionnite, qui aiment bien avoir des matos différents Comme et moi. des mécaniques différents. Comme les beaux jeux, comme ça, on en c'est- parlait lors de notre dernier podcast. Ça, c'est vraiment chouette, quoi. Ouais, carrément, ouais. Ok, merci, c'est Stéréo. Merci ETL Zeda. On se retrouve prochainement pour un podcast, On pourra enfin parler peut-être d'Aeon's End. si on y joue. Et à condition que... Ouais, on se revoit peut-être avant dans un podcast série ou film. Tout à fait. Enfin, moi, c'est sûr. Donc voilà. Eh ben, merci à tous. Enfin, à tous, ouais. Et puis à bientôt. À bientôt. Salut.